Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de 4 étudiants de l'Université de Montréal qui vont nous parler de leur expérience en tant qu'udémiens. Nous avons également avec nous une invitée qui contribuera possiblement à répondre à certaines de vos questions. Donc, chers invités, je vous invite à vous présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Catherine et je suis externe en médecine. Bonjour, je m'appelle Guillaume Giraldo et je suis externe en médecine. Bonjour, moi c'est Ismaël Garci, je suis résidente en deuxième année de médecine interne. Et moi, je m'appelle Valérie Hakim, puis je suis également résidente en deuxième année dans le programme de gynéco et obstétrique. Bonjour, moi c'est Mylène Joly, je suis l'adjointe à la vice-doyenne responsable du programme de médecine et responsable des admissions également. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Ma première est la suivante. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Université de Montréal et votre programme? Pour commencer, donc simplement dit, j'ai choisi l'Université de Montréal parce que ça nous permet d'étudier en français et de rester à Montréal, qui est une des meilleures villes étudiantes dans le monde, comme a été prouvé plusieurs sondages dans le passé. C'est aussi ça fait partie d'un grand réseau hospitalier, donc ça nous permet vraiment de visiter plusieurs milieux différents, autant en ville qu'en région. Donc, c'est vraiment une belle partie de l'IDM. Ensuite, on a une année de pré-med qui n'est pas offerte par tous les programmes, qui, de prime abord, peut sembler un peu ardu, mais finalement, c'est vraiment une bonne base pour nous préparer autant pour le reste des études en médecine. Puis aussi une très grande exposition clinique pré-externat. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est pendant les 2 premières années qu'on est à l'école, on va à l'hôpital une fois par semaine, puis ça nous sensibilise déjà un peu à comment questionner un patient, comment l'examiner. Fait que quand on commence l'externat, on se sent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant. Puis finalement, pourquoi la médecine? Je pense que tout le monde aurait des raisons différentes, juste à avoir parlé à mes collègues. Je pense que le plus important, c'est si vous dites que vous êtes quelqu'un qui a une grande curiosité intellectuelle, vous aimez apprendre et vous voulez apprendre pour le reste de votre vie. Puis la médecine, ça évolue beaucoup. Puis qu'en plus, vous tenez à cœur le bien-être des gens, la société, la collectivité, je pense que c'est vraiment fait pour vous. Il n'y a pas de une raison unique. Je pense que vous pouvez vous retrouver très heureux là-dedans. Voilà. Merci beaucoup, Catherine, pour ta réponse. Ma prochaine question, c'est est-ce que vous jugez que l'intégration, à la fois à l'Université de Montréal, mais aussi dans vos programmes, est-ce qu'elle est facile? Donc, moi, je trouve que l'intégration est super facile. Donc, comme un peu dans tous les programmes, il y a des journées d'intégration en premier. Puis nous, comment ça se passe, c'est on fait un petit sondage comme un Google Doc, qui on répond un peu nos intérêts, nos loisirs, on vient d'un bac avant ou pas. Puis ça fait qu'on va être jumelés dans un petit groupe pour les journées d'intégration avec des gens qui nous ressemblent. Donc, ça nous permet déjà de rencontrer des gens qui ont les intérêts communs. Puis ça fait qu'on peut se sentir à l'aise beaucoup plus rapidement. Puis ensuite, ce qui est aussi vraiment bien, c'est qu'on a un réseau de parrainage. Fait que chaque étudiant en pré-med ou chaque étudiant en première, on est jumelé à un parrain ou une marraine. Donc, c'est une personne d'une année supérieure qui nous guide vraiment au travers de notre cheminement. Donc, si jamais on a des questions, on a des inquiétudes, quelque chose qui ne va pas, ils sont toujours là pour nous. C'est vraiment plus au-delà que juste notre première année. Ils sont vraiment là à travers notre cheminement en médecine. Donc, là, on se sent vraiment bien pris en charge. Puis aussi beaucoup d'activités sociales. Donc, autant, oui, les soirées festives, mais il y a aussi les groupes de musique. Donc, pour les gens qui aiment la musique, il y a la possibilité de participer comme dans le Med Band. Il y a aussi beaucoup d'activités culturelles comme des sorties au musée, à l'orchestre. Puis il y a aussi beaucoup de groupes d'intérêt pour les gens qui ont déjà des intérêts un peu spécifiques de gynéco, de médecine interne. Fait que, vous pouvez vous rejoindre à ces groupes-là, apprendre à connaître d'autres gens qui ont les mêmes intérêts, puis pouvoir peut-être faire un peu de recherche. Donc, c'est vraiment bien, il y a plein d'opportunités pour que vous rencontrez des gens et que vous vous sentez à l'aise dans votre programme. J'ajouterais à ce que Catherine a dit que l'université également favorise également l'intégration des étudiants en offrant des programmes d'aide comme le bureau d'aide aux étudiants en médecine, le BAER qu'on appelle. Sinon, il y a des réseaux d'entraide aussi qui sont formés par les étudiants, le REM. Et sinon, la faculté s'organise pour nous offrir des formations puis des cours axés sur la gestion du stress, l'équilibre de vie, la gestion financière également, parce que c'est un programme long. Donc, souvent, les questions monétaires font partie du quotidien des étudiants en médecine. Fait que ça aussi, ça favorise l'intégration. Ma prochaine question, c'est qu'est-ce que vous pensez de vos formations? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous apprenez? Est-ce que le tout est à la hauteur de vos attentes? Personnellement, je trouve que les formations sont très pertinentes. C'est très varié la façon qu'on apprend. C'est pas juste des cours théoriques, c'est pas juste des APP.
Donc, comment ça marche? C'est on apprend par bloc. Donc, on fait comme un sujet à la fois, ce qui est vraiment bien. Fait que ça nous empêche d'avoir 8 cours à gérer en même temps. Puis ensuite, on a des cours magistraux, donc dans une classe avec un prof qui nous explique avec un PowerPoint, c'est très traditionnel. Puis avec ça, on a aussi ce qu'on appelle la méthode APP. Donc, c'est dans des petits groupes de 10 personnes, puis on discute d'un problème, puis après ça, on découvre plusieurs objectifs d'apprentissage par rapport à un certain problématique. Puis ça, c'est bien parce que ça nous permet vraiment de participer de façon active, de poser des questions directement au tuteur. Puis ça nous aide à nous exprimer aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est bien. J'ai aussi parlé un peu tantôt de l'exposition clinique qu'on a. Donc, on a la chance d'aller à l'hôpital pendant 2 ans, comme une fois par semaine, puis déjà avoir une interaction directe avec un médecin qui nous guide. Donc, il y a un médecin qui va être là pour nous montrer comment questionner un patient, pour nous montrer comment examiner. Puis ensuite, on va ensemble voir des patients vraiment hospitalisés, puis aussi des patients qui sont simulés. Fait que ça nous donne vraiment, comme je pense, un bon bagage, autant théorique que clinique. Ça nous permet d'être vraiment préparés pour l'externe en fin de compte. Donc, j'aime vraiment comme la façon de faire. Puis aussi, comme j'ai dit, il y a une année de pré-med qui est vraiment intéressante. Sur le coup, ça fait beaucoup d'informations. C'est très comme aride parfois, mais finalement, après, je me dis que ça a vraiment été une bonne base pour comprendre le reste de la médecine. Fait que c'est vraiment des particularités que j'aime beaucoup de l'Université de Montréal. Je rajouterais à ce que Catherine a dit également l'intégration des technologies de l'information à notre formation. Il y a des cours magistraux qui sont un peu plus traditionnels, mais il y a également au fil des années des modules d'auto-apprentissage en ligne qui ont été faits qui permettent à l'étudiant de favoriser sa formation, mais via l'ordinateur. Il y a également, avec le virage technologique de la pandémie, beaucoup de cours qui vont être donnés en ligne qui permettent une meilleure, comme une plus grande flexibilité pour y assister. Puis il y a une plateforme également qui est offerte aux étudiants où il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les étudiants qui sont tout le temps vérifiés par les responsables de cours pour savoir s'ils sont à jour. Si je peux me permettre aussi de rajouter un point, là, c'est sûr que l'Université de Montréal, c'est dans une métropole, là, donc on a aussi pour les stages là, à l'externat, il y a une grande variabilité des cas. Il y a des centres spécialisés, on est affilié à l'Institut de cardiologie, on a le CHUM qui est le centre des pathos. Fait qu'on voit vraiment des beaux cas. Puis je pense qu'on voit là, cet enrichissement là, durant notre doctorat en médecine, surtout dans les stages là, à l'externat que vous allez faire. Aussi, je pense que l'Université de Montréal est reconnue pour son enseignement aussi, parce que vous allez voir à l'externat, il y a des modèles un peu d'enseignement qui sont différents. Puis à l'Université de Montréal, les patrons, les résidents sont toujours là pour faire l'enseignement. Puis on est vraiment axé là-dessus. On ne fait pas juste voir des patients sans donner du feedback, puis sans prendre le temps là, de vous enseigner sur les pathologies, les traitements. Et ça, je pense que c'est une grande force aussi de l'Université de Montréal. Merci beaucoup pour les précisions. Ma prochaine question pour vous, c'est à quoi ça ressemble une journée type d'un étudiant en médecine? Je vais premièrement parler du préclinique parce qu'il faut savoir qu'au préclinique, les journées sont différentes de celles d'un externe en médecine. Au préclinique, les horaires sont variables, mais habituellement, il y a 2 APP par semaine. Ces APP-là, c'est des séances en petits groupes de 8 à 20 personnes ou avec un tuteur où on doit se préparer d'avance. On a une situation à lire, à analyser. On a ensuite des lectures à faire. Et ensuite, on va avoir une séance d'environ 3 heures où on va discuter de ces lectures-là pour maîtriser un sujet. Par exemple, on va parler des arrêts cardiaques en cardiologie. Donc, un APP concerne les arrêts cardiaques, puis on va tout analyser la matière sur le sujet. Sinon, il va également y avoir une séance de cours magistraux par semaine. Il va également y avoir des séances à l'hôpital ou sinon dans le centre d'expertise et de simulation qu'on appelle le CAAHC. Et à travers tout ça, il y a également les implications étudiantes qui vont prendre du temps pour les étudiants. Puis rendu à l'externat, ça va être différent. Il n'y aura plus les séances d'APP, il y aura moins de cours magistraux et la majorité de notre temps, on va le passer à l'hôpital en stage. Les stages sont vraiment variés.
toutes les spécialités sont offertes à l'Université de Montréal. Si ce n'est pas offert à un hôpital, ça va être offert à un autre hôpital. Puis il y a moyen également via une plateforme de stage, de demander des stages qui sont un peu plus rares, mais recherchés. Donc, un horaire typique, on commence la journée vers 8 heures le matin, on finit entre 16 heures et 18 heures, des fois un peu plus tard. Ça va vraiment dépendre du type de stage qu'on va avoir. Il va y avoir des stages qui sont obligatoires à faire qui durent entre 4 et 6 semaines. Sur une période de 72 semaines au total de nombre de semaines de stage. Il va également y avoir des périodes de stage à option où c'est l'étudiant qui décidera du type de stage qu'il veut le faire selon ses préférences pour appliquer en résidence. À travers tout ça, il va y avoir des semaines campus. C'est des semaines où on est retiré des milieux de stage pour avoir des cours magistraux pendant une semaine complète. Ces cours-là nous permettent de traiter de sujets qu'on aura vus en stage et également des cours axés sur la pharmacologie, puisque dans la formation du préclinique, il y a moins un accent mis sur les médicaments et plus sur la compréhension des maladies. Puis à l'externat, on commence à intégrer tout l'usage des médicaments puisque comme résident, on va devoir prescrire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire à ce sujet-là. Merci beaucoup, Guillaume. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des mini-entrevues multiples? Oui, je peux bien en parler. Donc, les entrevues multiples, on a signé un contrat de confidentialité, fait que je vais rester quand même assez vague, mais il y a toujours des informations qui sont disponibles sur le service de l'admission de l'Université de Montréal à ce sujet-là. Les 3 universités francophones font une seule séance d'entrevue multiple, puis ça compte pour les 3 universités francophones. Et McGill est à part offre ses propres séances d'entrevue également. Donc, pour moi, je les ai fait à Québec, mais ils comptaient pour l'Université de Sherbrooke, l'Université de l'UDM et l'Université de Laval. Ces séances-là, c'est réparti sur un avant-midi ou un après-midi. C'est environ 8 à 10 stations. Ces stations-là sont réparties en 2 types de stations. Il y a des stations un peu plus questions traditionnelles du genre « nomme-moi une de tes passions », puis vous avez un certain nombre de temps pour répondre à cette question-là. Et sinon, vous avez des stations qui sont beaucoup plus axées sur des mises en situation avec des acteurs. Et il vise à mettre en évidence des qualités, votre personnalité, par exemple, des traits de personnalité qui feraient de vous un bon médecin ou un moins bon médecin, parce que le but du programme de médecine, c'est de trouver des personnes qui concordent avec les compétences CANMED, ce qu'on appelle, qui sont des compétences pour devenir un bon médecin. On a le professionnalisme, la collaboration, l'érudition, etc. Puis, à travers tout ça, il va également y avoir des séances d'information sur les différentes universités. Moi, j'ai eu une séance pour l'Université Laval parce que j'étais à l'Université Laval. À l'Université de Montréal, ça va être des séances d'information sur le programme de l'Université de Montréal. Ça dure environ un avant-midi, 8 à 10 stations au total. Merci beaucoup, Guillaume. J'ai une autre question. Quels ont été vos cours préférés jusqu'à présent? Encore une fois, je vais les séparer entre le préclinique et l'externat. Le préclinique, je compte l'année préparatoire de médecine qui n'est pas offerte à tous les étudiants. Il y a des étudiants qui peuvent arriver directement en première année. Donc, à l'année préparatoire, c'est souvent des cours un peu plus fondamentaux, mais moi, ceux que j'ai vraiment aimés, c'est sur l'anatomie et la physiopathologie médicale parce que c'était notre première exposition à ce qu'on va faire plus tard comme médecin, là, comprendre bien l'anatomie humaine et comprendre les mécanismes qui entraînent les maladies. Ensuite de ça, en première année, celui que j'ai vraiment adoré, c'est le bloc de 6 semaines sur l'appareil locomoteur. Donc, toutes les pathologies musculo-squelettiques qui affectent les os et les muscles et également des pathologies un peu plus auto-immunes. Ensuite de ça, en deuxième année, j'ai vraiment une flamme d'interniste en moi. Donc, j'adore la médecine interne générale et les interactions entre les organes. J'ai beaucoup adoré tous les blocs de cardiologie, de pneumologie et de multisystème où on apprenait vraiment à faire des liens entre chacun des organes puis les différentes pathologies. Puis, rendu à l'externat, c'est sûr que les stages, c'est vraiment quelque chose qui est stimulant. Donc, chaque stage est comme
un stage préféré pour moi. Mais au-delà de ça, il y a les semaines campus où il y a certains cours qui sont vraiment, vraiment intéressants. Moi, celui que j'ai vraiment adoré, c'était tous les cours axés sur la pharmacologie parce que ça nous forme excessivement bien pour ensuite pouvoir prescrire rendu à la résidence. Merci beaucoup, Guillaume. Ma prochaine question pour vous, c'est comment est-ce que vous conciliez les stages et votre temps d'études et à quoi ressemble la charge de travail au cours de vos années d'études? La charge de travail est très grande, on ne va pas se le cacher. C'est vraiment difficile à quantifier parce que ça dépend vraiment de la personne. Il y a des gens qui aiment étudier beaucoup chaque soir. Il y en a que c'est vraiment juste la fin de semaine qui est dédiée à l'étude. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la façon qui marche pour vous. Mais effectivement, c'est un programme qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais ça en vaut la peine. Sinon, pour comment concilier les stages et les études, écoute, c'est ma première année d'externat, donc moi-même, je suis encore en train de découvrir les meilleures techniques. Ce que je trouve qui est très pertinent, c'est de un peu lire les objectifs d'apprentissage avant un stage. Donc, déjà savoir quel sujet qu'on doit maîtriser. Ensuite, à l'hôpital, on va voir des cas particuliers des patients. Puis le soir, j'essaierai de lire exactement les objectifs qui tournent autour de ce patient. Parce que ça aide vraiment d'avoir une idée d'avoir déjà parlé à quelqu'un, de l'avoir vu avec nos propres yeux, ça permet vraiment de cristalliser l'information quand on peut faire des liens vraiment concrets. Donc, ça, c'est vraiment bien. Sinon, des fois, il y a des temps morts à l'hôpital, des fois, comme tu es entre quelques patients, il y a du temps. Fait que moi, j'amène toujours mon livre ou un iPad, ton ordi, peu importe. Et il y a toujours du matériel à étudier parce que profitez du temps, parce que le plus que vous faites à l'hôpital, le moins que vous devez faire à la maison. Puis, c'est ça, je dirais. Sinon, la fin de semaine, c'est vraiment important de garder du temps pour vous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va vous répéter comme tout au long de votre vie, sûrement. Donc, prenez du temps pour faire du sport, pour vous reposer, mais aussi un peu de temps pour étudier, ça, c'est sûr. C'est aussi non seulement pour notre stage qu'on devrait étudier, mais aussi en prévision de l'examen final après la fin des études en médecine. Donc, c'est quelque chose qui se fait un peu sur le long terme. Donc, je pense que la grande recette, c'est juste de ne pas se prendre à la dernière minute. La médecine, avec tout ce qu'on apprend, c'est quelque chose qui, le plus qu'on voit, le plus qu'on maîtrise, c'est vraiment à force de le voir qu'on se sent vraiment à l'aise avec la matière. Donc, je dirais c'est ça c'est comme ça que j'essaierais de concilier les études avec le stage. Je peux compléter comme plus le volet résident. Là, en fait, c'est ça. Comme j'avais dit, moi, je suis en deuxième année de résidence. Je tiens à dire que de gérer son temps et son étude et de concilier travail et vie personnelle, c'est comme un apprentissage qu'on fait tout au long de nos études de médecine et ça continue à la résidence. Puis je pense que Catherine a vraiment bien expliqué d'essayer de prendre tous les moments, les temps morts pour essayer d'étudier. Puis je pense que ça, c'est vrai au préclinique, à l'externat, à la résidence. C'est sûr qu'il y a un ajustement à faire parce que certains stages, on va terminer très tôt, puis on peut terminer à 4 heures ou même 3 heures, puis dire, OK, je vais faire 1 heure d'études. Je pense que c'est toujours pertinent de relire un petit peu sur les cas qu'on a vus de la journée parce que là, c'est là où est-ce qu'on consolide la matière. Il faut comprendre qu'on n'apprend pas tout au préclinique, fait que des fois, on va se mettre à voir des patients avec des pathologies qu'on n'avait jamais entendu parler, puis c'est correct. Les externes, même au début de résidence, là, les patrons sont très conciliants, ils vont nous laisser le temps d'aller lire sur des ressources comme UpToDate. On prend toujours un petit moment pour essayer de s'assurer qu'on comprend les pathologies que nos patients ont. Fait qu'il y a toujours un peu d'études qui se fait là, pendant nos stages. Puis c'est aussi très variable, comme j'avais dit, avec les stages. En médecine interne, on fait des stages aux soins intensifs où est-ce que notre horaire peut ressembler à commencer à 7 heures le matin puis finir à 10 heures le soir. Fait que c'est sûr qu'on ne va pas étudier en rentrant à la maison, là. Mais des fois, on peut étudier la fin de semaine. Puis, comme j'avais dit, là, d'étudier surtout pendant le stage, là, c'est toujours accepté de faire nos lectures. Puis, des fois, moi, je me dis, le dimanche matin, j'essaie de revoir un petit peu la matière que j'ai vue pendant la semaine pour essayer de consolider tous les acquis. Mais il n'y a pas de formule gagnante. Puis, je pense que, comme j'avais dit, c'est un apprentissage qui se fait tout au long du cursus. Fait que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont marcher pour vous. Mais il faut toujours de ne pas oublier de se garder un petit peu de temps pour soi, là, pour décompresser parce que c'est nécessaire. Merci beaucoup à vous deux. Ma prochaine question pour vous, c'est comment est-ce que le programme de médecine de l'Université de Montréal diffère des autres écoles francophones du Québec?
Dans le fond, moi, je dirais peut-être une des premières richesses de l'Université de Montréal, puis ça a déjà été mentionné par mes collègues, mais c'est vraiment la diversité qui est offerte à l'Université de Montréal, autant la diversité des populations qu'on dessert sur l'île de Montréal et les environs, autant la diversité des milieux de stage qui sont offerts, la diversité des stages qui sont offerts également. On a des milieux très, très spécialisés, tout comme on a des milieux communautaires, puis chacun est capable de trouver un peu du sien là-dedans. On a aussi, en fait, même dans l'approche pédagogique du préclinique, l'Université de Montréal, je trouve qu'on a comme un bon équilibre entre avoir des cours magistraux, donc des cours plus théoriques où est-ce que tout le monde écoute un prof parler, puis des cours par petits groupes, là, les APP, apprentissage par problème, des cours en ligne aussi, des auto-apprentissages. Donc, je trouve que c'est comme un bon équilibre. Puis vous allez voir de toute façon, là, peu importe l'université où vous allez graduer médecin. Puis je pense que la chose la plus importante à garder en tête, c'est un peu de se connaître, savoir comment est-ce qu'on préfère apprendre. Est-ce que vous préférez vraiment juste lire des PowerPoint puis vous faire donner de l'information par quelqu'un? Est-ce que vous voulez plus aller fouiner dans les livres puis vous vous enseignez vous-même la matière? Est-ce que vous voulez un équilibre entre les deux? Puis je pense que chacun des programmes vient vraiment comme combler un peu une niche dans l'approche pédagogique. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui veulent rajouter quelque chose à ça. Super, ben merci beaucoup Valéria. Je vais passer à la prochaine question. Quel est le profil type d'un étudiant qui réussit ses cours tout en gardant un bon équilibre de vie? Donc, je vais pouvoir commencer à répondre à cette question-là. C'est sûr que moi, ce que je recommande, c'est de garder au moins l'une des passions qu'on avait quand on était au cégep ou quand on était à l'université avant de commencer sa médecine. Moi, dans mon cas, et je suis encore actif comme arbitre de soccer au niveau provincial. Donc, j'ai arbitré plusieurs matchs universitaires collégiales. Puis, ça m'a permis également d'avoir d'autres sphères de ma vie plus actives et pas seulement être tout le temps dans mes cahiers. J'avais des formations, des tournois, certains voyages au niveau du Québec puis en Ontario qui étaient vraiment stimulants pour garder un équilibre de vie. Sinon, c'est sûr que d'avoir des très bons liens avec ses amis, avec sa famille, c'est ultra important. Souvent, ou des fois, ils vont peut-être pas comprendre la charge de travail que l'étudiant en médecine est amené à avoir, mais il faut quand même les avoir près de nous parce que c'est vraiment des bonnes oreilles, puis c'est vraiment important pour la santé mentale d'être près de nos amis et de faire des sorties avec eux également. Sinon, c'est sûr que dans mon cas, c'est de rester actif qui m'a vraiment aidé, mais si vous êtes quelqu'un d'un peu plus culturel, c'est de garder des temps morts pour aller lire, pour aller faire du théâtre, pour aller faire de la musique. Puis sinon, ce qui est vraiment intéressant à l'Université de Montréal, puis en médecine en général, c'est que les étudiants sont vraiment encouragés à faire des implications étudiantes qui sont soit en lien avec la médecine ou hors de la médecine. Du bénévolat, c'est très encouragé. Sinon, il y en a qui vont organiser des conférences, il y en a qui vont faire de la recherche, il y en a qui vont également s'impliquer dans les associations étudiantes. Dans mon cas, moi, j'ai fait partie de l'association étudiante au campus de la Mauricie. Ça m'a vraiment permis de connaître une autre partie de moi de leadership où j'organisais des événements, puis je participais à la vie étudiante du campus de la Mauricie. Je vais juste rajouter un petit peu à ce que Guillaume a dit, mais je pense que justement, une des plus grandes erreurs qu'on peut faire, c'est en rentrant en médecine, se dire, bon, ça y est, je dois me consacrer 100% à la médecine et de lâcher toutes les implications et toutes les activités qu'on faisait avant de rentrer en médecine. Je pense que justement, si vous êtes accepté en médecine, c'est parce que vous êtes une personne complète avec des intérêts à l'extérieur de juste être médecin, avec des passions, puis il faut absolument, absolument garder ça.
Puis, il ne faut pas avoir peur non plus de commencer des nouvelles choses pendant la médecine. Moi, un peu comme Guillaume aussi, je me suis impliquée dans la communauté étudiante. J'ai été dans l'asso étudiante pendant presque tout mon parcours. Je me suis vraiment créé une belle communauté comme ça, mais j'ai également gardé des passions que j'avais. Moi, j'étais coach de badminton avant de rentrer en médecine, puis j'ai continué pendant 3 années à le faire. Je me suis impliquée un petit peu avec l'équipe de badminton en médecine pour les Jeux de la médecine. Puis, c'est ça, il faut juste vraiment continuer à se garder du temps, puis c'est correct de se garder du temps protégé et de se dire, bon, maintenant j'ai 1 heure, puis je me sens pas mal de ne pas étudier parce que justement, c'est ça qui nous permet de décrocher, puis aussi de garder à long terme notre passion pour la médecine. Merci à vous deux pour vos précieux conseils. Ma prochaine question pour vous, c'est pour faire une spécialité, est-ce qu'il y a une résidence obligatoire ou suite au stage de l'externat, l'étudiant commence tout de suite sa résidence spécialisée? Je pourrais répondre à cette question. Fait que dans le fond, à l'externat, vous allez faire plusieurs stages, dont des stages obligatoires, des stages à option, dépendamment de vos intérêts. Puis là, une fois que vous êtes à votre 2e année d'externat, bien là, vous avez commencé à décider un petit peu dans quoi vous voyez grandir et quelle serait la spécialité ou c'est la médecine générale là, qui vous intéresse. Fait qu'il faut comprendre qu'à la 2e année d'externat, c'est là où est-ce qu'on envoie nos demandes là, pour la résidence. Fait qu'on a plusieurs options. Là. On a la première option d'appliquer en médecine générale. Donc, ça, c'est une résidence de 2 ans. Puis, à la fin de ces 2 ans-là, bien, vous devenez médecin de famille et puis vous pouvez faire il y a comme des années de résidence en plus si vous voulez faire de l'urgence ou vous spécialiser un petit peu plus en obstétrique, ça, c'est possible. Après ça, vous pouvez appliquer dans la résidence, soit, habituellement, c'est là où est-ce qu'on décide, est-ce qu'on veut faire de la médecine médicale ou plus de la médecine chirurgicale. Là. Fait que c'est là où est-ce que les gens se séparent un petit peu. Fait que là, moi, par exemple, je suis au tronc commun de médecine interne. Fait que ça incorpore la cardiologie, la pneumologie, la gastro-entéro, toutes ces spécialités-là. Fait que directement, on peut appliquer à cette spécialité, donc en médecine interne ou on peut appliquer directement en dermatologie. Sinon, les spécialités chirurgicales, bien, à ce moment-là, on applique en chirurgie générale, en obstétrique comme Valéria, en chirurgie plastique. Fait qu'il y a pas, je pense que dans certains pays, là, il y a comme un 2 ans d'internat là, qui est fait, qui est comme un peu de la médecine générale pour ensuite appliquer à une spécialité. C'est pas comme ça au Québec. On applique directement dans la spécialité qui nous intéresse, sauf pour la médecine interne. Fait que, mettons, si moi, c'est la cardiologie qui m'intéresse, ben, il faut que je passe par le tronc commun de médecine interne qui est de 3 ans, puis appliquer en cardiologie ou en gastro-entérologie. Mais c'est juste la spécification de la médecine interne. Sinon, si vous voulez devenir chirurgien général, ben, vous rentrez directement en chirurgie générale. Si vous voulez être obstétricien, c'est directement en obstétrique. Puis si c'est la médecine familiale, c'est une spécialité à part entière. Là, fait que si vous voulez être généraliste, ben, c'est 2 ans de résidence. La résidence, c'est entre, en fait, 2 et comme 8 ans. Là, je pense que c'est la chirurgie cardiaque ou la chirurgie, la neurochirurgie qui ont les plus longues résidences. Là. Mais en moyenne, là, une résidence, c'est entre 2 et 5 ans là, à peu près. Mais j'avais mis dans un lien là, le site Internet où est-ce qu'il y a toutes les informations sur chaque type de résidence avec les demandes d'acceptation, puis la description de chaque programme, là, si vous êtes intéressé à regarder. Merci beaucoup, Ismaël. J'ai une autre question pour vous. À quoi ressemble le processus de sélection des résidences et qu'est-ce que ça prend pour être accepté dans la résidence de son choix? C'est comme la question à 1 million de dollars là, qu'on se fait toujours poser. Moi, ce que je voudrais que vous reteniez, là, c'est que il faut juste être comme en amour avec la spécialité à laquelle on applique. Vous allez faire des stages. Je vous invite à garder les yeux ouverts. Moi, je suis en médecine interne, puis j'avais fait un stage de plastie, là, qui est de la chirurgie, que je me verrais pas être chirurgienne du tout, mais j'ai vraiment apprécié ce stage-là. Je n'ai pas appliqué là-dedans, mais il faut juste comme garder être ouvert d'esprit, puis de faire des stages dans tous les programmes possibles pour voir un petit peu vos intérêts. Il n'y a pas de réponse pour ça. Je pense qu'il faut être motivé. C'est sûr que on a des plages là, pour des stages à option. C'est toujours, ça paraît toujours bien d'avoir fait un stage à option dans la spécialité à laquelle
on applique parce que ça montre un peu qu'on confirme un peu notre intérêt. Fait que ça, je vous encourage à faire ça. Puis il y a même certains programmes là, qui exigent quand même un stage à option dans cette spécialité-là. De la recherche, c'est toujours bien d'avoir de la recherche dans son CV. Je pense que c'est un plus, mais ce n'est pas nécessaire. Comme j'ai des amis qui sont en médecine interne avec moi qui n'ont pas fait de recherche. Moi, j'en ai fait, puis les deux, on a été acceptés. Fait que c'est vraiment pas un critère d'exclusion. Je pense qu'il y a certaines spécialités qui le demandent plus que d'autres, mais ça, avec le temps, vous allez voir, vous allez devenir familier avec les descriptions de programmes. Au fur de votre médecine, fait que je ne me stresserai pas avec ça. Je pense que ça, ils cherchent, vous allez voir là, pendant votre externat, vous allez découvrir votre personnalité, puis vous allez voir que votre personnalité fit avec une certaine spécialité. Puis je pense que c'est ça le plus important parce qu'il y a des entrevues, là, puis c'est le plus gros du pointage se donne à l'entrevue. Fait qu'il n'y a pas une personne type qui est recherchée, la personne super intelligente qui a fait 40 projets de recherche puis qui est impliquée dans tous les domaines. C'est pas ça qu'ils recherchent. Il y a vraiment une grande variabilité. Ils veulent juste des gens qui sont motivés, qui sont vraiment passionnés par la spécialité dans laquelle vous appliquez. Fait que moi, je ne stresserais pas pour ça. Là. Vous allez voir au cours de votre externat puis au cours de votre médecine, vous allez développer là, des liens puis vous allez commencer à voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Je vais juste renchérir sur quelque chose qu'Ismaël m'a enseigné au tout début de sa réponse, mais c'est vraiment, il ne faut pas sous-estimer l'importance de garder un esprit ouvert par rapport aux spécialités, par rapport en fait au type de résidence. Moi, quand j'étais à votre place, en appliquant en médecine, je savais déjà que je voulais aller en génétique médicale. J'ai fait tout mon préclinique en ayant ça comme projet en tête. J'ai organisé tous mes stages à option avec ça en tête. Et j'ai fait mon stage de gynéco-obstétrique comme premier stage parce que je savais que ça m'intéressait puis que je voulais, et que ça m'intéressait pas et que je voulais m'en débarrasser un petit peu. Et finalement, je suis tombée en amour avec la spécialité, puis j'ai tout réorganisé mon externat pour pouvoir plus m'exposer. Puis finalement, c'est juste dans ça que j'ai appliqué. Donc, on peut vraiment découvrir des choses en cours de route, puis il faut juste se laisser surprendre, puis il faut justement garder l'esprit ouvert par rapport à ce qu'on pourrait découvrir à l'externat. Merci beaucoup à vous deux. J'ai une dernière petite question pour vous. Après les 4 ans d'études, quelle est la prochaine étape pour pouvoir pratiquer ou bien faire une spécialité? Je pense que je vais rassembler des éléments des choses que mes collègues ont dit depuis le tout début sur plein de choses, mais je pense que le plus important, c'est continuer de garder la passion pour ce qu'on fait. Je pense que c'est toujours essayer d'avoir un équilibre de vie puis de faire des choses à l'extérieur de la médecine qui, personnellement, moi, m'aident à garder la passion pour la spécialité. Rester toujours curieux, rester toujours motivé, vouloir continuer d'apprendre. Je pense que c'est Catherine qui l'a dit au tout début, mais la médecine, vous allez être étudiant et vous allez être en apprentissage pour toute votre vie, même en tant que spécialiste, même après 20 ans, 30 ans de carrière, il y a tout le temps de la recherche qui se fait, il y a tout le temps des techniques qui changent, des connaissances qui changent, des approches qui changent. Puis, je pense que ça, il faut juste être quelqu'un avec de la motivation, de la flexibilité, une ouverture d'esprit, puis toujours juste vouloir chercher et apprendre et s'améliorer parce qu'à la fin de la journée, c'est ça, on le fait pour nos patients, puis il faut toujours juste essayer de se garder aussi là, dans un équilibre de vie pour mieux pouvoir servir nos patients. Merci beaucoup. J'ai en fait une dernière question pour vous. Comment est-ce que vous qualifiez la dynamique entre les professeurs et les étudiants? Permettez-moi de répondre en premier. Moi, je suis au campus de la Mauricie, donc la dynamique est vraiment familiale, si je peux me permettre l'expression. On est 40 étudiants à peu près par année, 200 au total sur le campus. On habite presque tous sur la même rue. Et ce qui nous permet de nous connaître tous et de nous saluer. Et également au niveau des patrons, vu que le campus de la Mauricie, son pavillon de médecine est annexé à l'hôpital directement, on a juste à traverser un corridor. Mais on est toujours en contact avec les professeurs, on les salue, certains nous reconnaissent, nous appellent par notre nom. Également, le contact avec la direction est vraiment
à mon avis, est exemplaire puisqu'il nous appelle par nos prénoms, il nous demande comment ça va. Puis ça nous permet également d'être moins gênés pour répondre aux questions, pour envoyer des courriels, pour essayer de rechercher à s'impliquer dans des projets que le médecin pourrait avoir à nous proposer, par exemple. Si je peux rajouter, en fait, c'est un peu le point que j'avais expliqué au début. Moi, ce qui m'avait attiré vers l'Université de Montréal, c'était justement la relation qu'on a avec les professeurs, les patrons, les médecins. Ils ont vraiment nos connaissances à cœur, ils veulent vraiment qu'on réussisse. C'est vraiment facile de développer des liens avec eux, même les résidents. Vous allez voir, là, dans le fond, il y a des résidents seniors, des résidents juniors. Ils sont toujours là pour nous écouter. Fait que je pense que c'est vraiment facile de créer ces liens-là. On peut aller les voir s'il y a des problèmes. On se sent vraiment, c'est une université où est-ce qu'on se sent vraiment écouté. Puis je pense que ça, c'est important parce que les études en médecine, c'est pas des études qui sont faciles. Il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de temps à consacrer. On n'a pas toujours le moral. C'est pas toujours heureux, mais c'est le fun de voir qu'il y a des gens justement qui prennent notre bien-être à cœur. Puis, j'espère que c'est quelque chose qui est retrouvé là, dans toutes les universités, mais c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement retrouvé à l'Université de Montréal. Puis ça, c'est quelque chose dont je suis fière. Là, puis ça m'a beaucoup aidé là, dans mes études et dans ma résidence. Je le conseille à tout le monde. Et le programme de médecine de l'Université de Montréal est libre de harcèlement et de toute autre forme d'intimidation. Les professeurs, les étudiants, on est tous vraiment sensibilisés par rapport à ça. Puis il y a des efforts considérables qui ont été faits de la part de la faculté. Puis ça paraît parce que moi, j'ai aucune expérience d'un patron problématique. La pédagogie médicale et dans, je dirais, la génétique des patrons avec qui on côtoie. Il existe également des voies de communication très directes pour communiquer toute problématique si on vit une situation problématique, une situation d'harcèlement, d'intimidation. C'est communiqué directement avec le vice-décanat et c'est pris en charge très, très rapidement. Puis au niveau aussi de ce que Guillaume a mentionné pour la pédagogie, les résidents, quand on commence la résidence, on a des journées de formation en pédagogie médicale. Donc, dès qu'on commence le résident, on a un peu un triple rôle d'apprenant, de soignant, mais aussi d'enseignant envers des externes et plus tard envers des résidents plus juniors. Puis, dès le début, on nous forme pour savoir comment enseigner de façon efficace, de façon sécuritaire. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. Voilà ce qui conclut déjà la séance. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Si jamais vous avez manqué une séance d'information, sachez que vous pouvez toujours la revoir sur la page vidéo sur demande du site de l'admission. Pour en savoir plus sur les dates limites et les conditions d'admissibilité, je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. On vous invite à consulter les fiches descriptives des programmes sur le site de l'admission sur le site de l'admission de l'Université de Montréal. Donc, c'est là que vous allez pouvoir trouver tous les détails. Pour les programmes de premier cycle, il est possible de contacter l'admission par courriel, clavardage et même téléphone du lundi au vendredi. Et pour ce qui est des programmes de cycle supérieur, vous pouvez toujours entrer en contact avec les études supérieures et postdoctorales. Enfin, on vous invite à nous suivre sur Instagram. On a un compte qui s'appelle umontréal.futurétudiant, donc où vous pouvez suivre justement le parcours de toutes sortes d'étudiants de l'Université de Montréal.